Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. En fait, ce qui est génial avec les best-sellers, c'est que comme c'est des livres qui captent l'attention de tout le monde et qui de fait sont plutôt généralement des bons livres, le truc c'est que leur popularité auprès des lecteurs les fait généralement créer un espèce de halo, un effet de halo, qui fait qu'en fait, ils cachent involontairement, parfois volontairement on va le voir, des pépites, des bijoux qui sont un petit peu similaires, mais parfois beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinents, beaucoup plus puissants que ces mêmes best-sellers, et pourtant ces livres-là, en fait la grande communauté des lecteurs ne les connaît pas. Et ce qui est super intéressant dans cette vidéo, le premier exemple que j'aimerais prendre, c'est évidemment Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui je pense est le parangon de ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir se dire, ok, il y a des best-sellers, ils sont cool, ils sont top, ils m'ont introduit à un sujet et ils m'ont donné des clés de compréhension de ce sujet. Mais d'un autre côté, dans le monde académique, ou alors pour les lecteurs qui ont beaucoup lu et juste qui s'y connaissent dans un certain milieu, même si je prétends pas du tout m'y connaître, vous allez voir, en fait, il existe de ce genre de livres, et pour Sapiens, c'est ce qu'il y a de plus flagrant. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Sapiens, son sous-titre, très important à avoir en tête, est une brève histoire de l'humanité. Ok. Maintenant qu'on a ça, la première critique qui a été très rapidement faite à l'égard de Sapiens, c'est sa tendance à la simplification excessive. Ce qui est fou quand on lit Sapiens, et je pense que vous serez d'accord, il y a cette impression de fluidité quasi parfaite et de pouvoir regarder l'histoire de l'humanité avec une focale extrêmement claire. Tout s'enchaîne de manière sous des formes de révolution. On trouve des exemples parfaits à chaque fois qui illustrent exactement ce qu'on cherche. Et Harari donne une dimension quasi univoque un petit peu à l'histoire de l'humanité. Et moi, la première fois, j'imagine comme vous, que je l'ai fini, je me disais, mais c'est fou cette sensation que j'ai de comprendre un petit peu et d'avoir cette vision de l'esprit de l'histoire de l'humanité, mais d'un autre côté, mais je peux pas m'empêcher, notamment en regardant l'actualité ou juste en replongeant dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Europe, au 18e, etc., de me dire, mais comment est-ce que une histoire faite avec des milliards d'êtres humains, des nationalités, des religions, des valeurs aussi plurielles, est-ce qu'elle semble aussi glissante ? Et évidemment, ça, chez les historiens, et notamment à l'université d'Israël, quand Yuval Noah Harari avait fait une conférence, un historien proche de Harari avait commencé à critiquer pendant la conférence, il s'appelle Ashkenazi, je crois, il avait critiqué le fait que cette simplification excessive pouvait avoir des tendances qui dépassaient la vulgarisation et qui, de facto, commençait un petit peu à altérer la vérité qu'on voulait transmettre ou que Harari voulait transmettre au lecteur. Ok. Maintenant, l'autre critique qui a été faite et qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante à l'égard de Sapiens et qui précisément va permettre de dépasser Sapiens, c'est Jared Diamond qui nous l'a fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de Diamond ? Tout simplement parce que, en fait, je suis retombé sur cet aspect-là et en fait, quand on lit Sapiens, on ne s'en rend pas compte. Et il fallait un spécialiste de la hauteur de Jared Diamond pour le voir. Quand on glisse sur Sapiens, on parle donc d'Homo sapiens, et ce qui est très intéressant, c'est que les aspects géographiques, culturels et même environnementaux ne sont presque pas abordés. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un détail qui est fait de manière transversale dans Sapiens sur ok, là on parle des Homo sapiens à tel endroit, je sais pas moi, en Afrique, dans le croissant, là on en parle en Europe, et au fur et à mesure des développements, on voit que telle communauté fait ça, mais celle-ci fait ça différemment. Et le truc, c'est qu'on revient sur cette critique de l'univocité, du caractère extrêmement monoline limite de Sapiens. Et Diamond, qui est aussi un historien, mais qui lui, vous allez le voir juste après, apporte une valeur ajoutée précisément sur ce point, dit qu'en fait, c'est très difficile d'expliquer l'histoire de l'humanité, l'histoire d'une espèce, sans expliquer l'environnement dans lequel cette espèce a évolué. Évidemment, maintenant que je le dis, je pense que ça tombe un peu sous le coin du sens. Et le truc, c'est qu'il ne va pas jusqu'à détruire l'œuvre de Sapiens, même si en vrai on peut la critiquer pour ça, mais il tend à dire « Ah, mais le truc, c'est que si vous avez en tête l'histoire de l'humanité comme ça, en fait, vous passez précisément à côté de son trait le plus saillant, le plus important, et de là où vous allez en tirer le plus de richesse quand vous allez le lire. »
Donc, naturellement, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Le conseil de lecture que je vous recommande à la place de Sapiens, c'est De l'inégalité parmi les sociétés, qu'on connaît généralement plutôt sous le terme américain Guns, Germs and Steel, je crois que c'est ça. Et pourquoi est-ce que l'approche de Diamond est aussi efficace ? Eh ben, c'est précisément parce que Diamond, lui, a une expertise sur les aspects biologiques et géographiques. Par exemple, dans De l'inégalité parmi les sociétés, vous allez trouver le fait qu'à certains moments, dans l'histoire de l'humanité, l'explication du fait que le berceau, ce qu'on a appelé le berceau de l'humanité, soit le croissant fertile, le Levant, donc toute la région qui va de l'Irak au Liban, Israël, jusqu'en remontant vers l'Égypte, d'une certaine manière, je clarifie, je simplifie à dessein. L'idée, c'est que comme cette région était particulièrement, avait des ressources naturelles, une présence, une espèce de concentration de richesses et une confluence d'éléments qui favorisaient un petit peu l'agriculture, etc., alors, de facto, selon Diamond, qui est une thèse beaucoup plus acceptée dans le milieu des historiens et de tout ce qui est de l'anthropologie, d'une certaine manière, eh ben, ça, c'est beaucoup plus accepté parce que ça explique, sans simplifier, alors que ça reste simple, mais ça explique vraiment les fondements qui ont accompagné l'évolution de l'humanité et qui donc permettent de mieux comprendre cette évolution-là au regard de l'environnement dans lequel ça a évolué. Et maintenant que moi, j'ai lu les deux, c'est pour ça que je vous recommanderais de partir chez Diamond d'abord. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est bien de commencer par le meilleur et à mon sens d'enchaîner par ceux qui sont un petit peu plus vulgaires. Vous pouvez faire une lecture plus détaillée en commençant par Diamond et après si vous avez besoin de trouver et de compenser sur une nouvelle approche peut-être plus simplificatrice mais peut-être plus claire à la première lecture, alors partez sur Sapiens ensuite. Mais ce pourquoi en fait le Diamond est si apprécié, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait c'est quand même un gars qui est genre passionné par l'anthropologie. On le sent tout au long de la lecture que c'est à la fois un chercheur, c'est un ponte, c'est une machine de guerre. Mais en plus de ça, il est passionné par ce qu'il fait. Et il y avait une anecdote où il était parti, je crois, en Nouvelle-Guinée ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est vous dire à quel point le mec voyage. Et en fait, il avait été... à la suite de son livre De l'inégalité parmi les sociétés, qui a vraiment fait, comment est-ce qu'on dit, consensus, même s'il a été critiqué évidemment, mais qui a fait vraiment consensus dans la communauté, un petit peu à la différence de Sapiens, ou un petit peu plus que Sapiens, disons. Il a été interpellé, le mec, par un chef de tribu, dont je ne saurais pas vous citer le nom, et le chef de tribu lui posait vraiment la question en mode, pourquoi est-ce que vous, les Blancs, est-ce que vous êtes venus sur nos terres pour capter nos ressources naturelles ? Et Diamond, il parlait justement de cette expérience hyper en mode rencontre avec un chef comme ça, où il s'est dit, mais ça m'a montré à quel point le travail de comprendre l'être humain et son environnement conditionne énormément de tous les conflits, les structures géopolitiques, du colonialisme industriel, etc., etc. C'est en ce sens que je trouve qu'il y a beaucoup plus de connexions à faire grâce à la granularité de la pensée de Diamond et surtout à son axe, à son fer de lance, qui est l'aspect biologique, à mon sens, qui en fait toute sa richesse et qui en fait que c'est une alternative qui me semble, à mon avis, meilleure à Sapiens. Bon, maintenant, par contre, on va s'attaquer à un gros. Et je sais parce que pas mal d'entre vous m'en avez parlé, quand je vous avais fait la recommandation de lire Le choc des civilisations de Samuel Huntington, évidemment, je savais que c'est le genre de livre... Enfin bon, c'est un petit peu comme si j'avais mis Mein Kampf dans mes recommandations de livres. Forcément, je caricature comme un con, mais vous m'avez compris. Avec Le choc des civilisations... En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Huntington, donc, était un petit peu dans un duel. Je crois que c'était un prof je dirais pas Harvard, je sais pas où il était, mais bref, ils étaient un petit peu en duel entre deux historiens sur deux visions de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas Huntington, c'est ça le concept. C'est de dire, ok, les nations, les civilisations, le choc des civilisations, est un choc un petit peu perpétuel et voué pour le XXIe siècle, au sens où la civilisation occidentale s'opposera aux civilisations typiquement orientales, et surtout sur le prisme religieux notamment, avec le christianisme s'effondrant, l'islamisme radical, etc., etc. Bon,
à l'opposition, il était contre Fukuyama à cette époque-là, qui avait dit, lui, qui avait fait un livre extrêmement connu aussi, qui s'appelait La fin de l'homme ou la fin de l'histoire, je ne sais plus, où il disait, mais en gros, finalement, c'est les démocraties libérales qui étaient vouées à dominer, maintenant qu'en fait l'Occident était surpuissant, etc. Bref, rentrons pas dans ce débat. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, commençons par critiquer l'approche d'Huntington. Et c'est en fait ce qui a été fait bien mieux que moi par une personne que je vous recommande, enfin et dont je vous parle d'ailleurs à la fois dans le guide d'Alexandrie et surtout dans la liste des 100 incontournables, je crois que je l'ai mis de mémoire, que vous pouvez télécharger, enfin je vous le mets à chaque fois, mais allez télécharger ça, c'est une bonne base pour votre bibliothèque, et c'est gratuit surtout. Et en gros, la personne qui a critiqué de manière avec une voix assez puissante et surtout un background, un support intellectuel bien plus solide que le mien, c'est évidemment Edward Said. Alors pourquoi est-ce que Edward Said a critiqué ça ? Déjà parce que Edward Said c'est juste une masterclass aux États-Unis. C'est un mec extrêmement puissant et qui surtout a l'avantage d'avoir d'avoir une connaissance extrêmement solide des sociétés orientales, de leur histoire, etc. Et il a publié notamment un livre qui est un bijou que je vous recommande fortement, qui est l'orientalisme. Et la critique qui avait été faite par Edward Said pendant la conférence, pendant une conférence avec Samuel Huntington, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il disait mais en fait pour vous, enfin dans votre bouquin en gros. L'Orient et donc un peu l'islam et tout ça, c'est juste une espèce de grosse substance sans granularité, sans hétérogénéité, et donc un petit peu vous imaginez que, je sais pas, tous les musulmans, les communautés arabes, je sais pas, elles tiennent tous des valeurs traduites dans le Coran, et donc si dans le Coran il y a ce genre de termes qui sont utilisés, ça veut dire que, je sais pas moi, tous les musulmans, etc., traduisent ce truc-là. Il avait un petit peu poussé le côté qu'on ressent pas forcément en tant qu'occidental, c'est pour ça que je peux être un peu biaisé, qu'on ressent pas forcément dans Huntington, mais qui, quand on l'entend de la part d'Edward Said, qui lui est un ponte sur l'aspect orientalisme, apporte quand même un regard un petit peu différent, et on se dit, ok, c'est vrai qu'il a volontairement fait un choc des civilisations. Bon, le truc c'est que ça nous fait pas trop avancer, et surtout on se rend compte, enfin moi avec les études que j'ai faites en géopolitique, en fait je me rends compte que aussi en pratique, d'une certaine manière, c'est assez facile à contredire. Si on regarde par exemple l'alliance qui a été faite entre les États-Unis et grosso modo l'Arabie Saoudite, on se dit ok, ton choc des civilisations, c'est quand même un peu chaud à défendre parce que t'as quand même, c'est-à-dire le pays qui est un petit peu à la tête de l'Occident et qui pousse l'Occident et qui essaye de pousser ça, qui fait un petit peu une alliance impensable et pourtant fondamentalement historique. On revient au pacte sur le pétrole, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que donc c'est un petit peu contradictoire. Et c'est sur ce genre de trucs que vous pourriez penser qu'ils sont seulement des points de détail, mais qui en fait, d'un point de vue géopolitique, et puis même quand on regarde j'ai envie de dire la puissance, la puissance de prospective dont pouvait se vanter Samuel Huntington, ou en tout cas qu'on pouvait accorder à ce livre-là, les spécialistes en géopolitique, et surtout en philosophie, en histoire, etc., ont eu tendance, mais justement, on revient à ce que je vous avais dit en introduction, c'est parce que c'est un livre très populaire que du coup il sera généralement critiqué, ont tendance un petit peu à nuancer et à dire, bon, ouais, c'est sympa, mais c'est une vue qui commence un petit peu à être dépassée. Et c'est précisément pour ça que je vais vous faire intervenir un autre livre. Et là, je peux pas m'empêcher de sourire parce que, bon, intérieurement, je bouillonne et je suis vraiment heureux de vous parler de ce bouquin. J'ai déjà vu une ou deux personnes en commentaire me parler de ce livre-là. Oh, ça va être incroyable. Ok. En gros, déjà posons les bases. Le bouquin dont je vais vous parler, ça s'appelle Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Alors, commençons par l'anecdote. Gracq, c'est quand même quelqu'un qui a refusé le prix Goncourt dans les années 50 pour ce livre. Pour quelle raison ? Parce que précisément, il voulait éviter la commercialisation de son œuvre. Déjà, mettez-vous à la place du mec, tu refuses le prix Goncourt. Gracq, c'est un géographe. Je crois qu'il était professeur de géographie, mais bref, c'est une machine en géographie. Et ce qui est extrêmement fort avec Gracq, c'est que dans Le Rivage des Syrtes, c'est un roman.
Pourquoi est-ce que je vous propose un roman plutôt que quelque chose de très construit par un prof à Harvard ou je sais pas à Princeton, d'un Huntington? Pourquoi est-ce qu'à mon avis la géopolitique a une vraie puissance lorsqu'elle est romancée, lorsqu'elle est traduite dans une histoire? Tout simplement parce que le narratif, lui, survivra à l'expérience du réel. L'actualité ne pourra pas, ou très difficilement, venir contredire l'œuvre de fiction d'un romancier, mais surtout d'un romancier qui, fondamentalement, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, quand je vous avais recommandé La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre d'Yves Lacoste. Par contre, là, on s'arrête, faut aller acheter ça. Hein. Vous me connaissez, mais là, c'est une masterclass, faut foncer sur ça. Bref, ceux qui étaient là, vous vous souvenez à quel point je vous avais dit que la dimension géographique, et comme on l'a vu d'ailleurs, c'est pas paradoxal, mais enfin bref, du coup, ça l'est un petit peu, avec ce que je disais sur Sapiens précédemment, c'est qu'en fait, cette dimension-là, la dimension géographie, c'est un truc qui a tendance à être oublié, comme le montre Lacoste, et surtout, quand elle est traduite sous une forme romancée, ça en devient absolument un bijou, une masterclass de géopolitique. Pourquoi ? En gros, le pitch du Rivage des Syrtes, c'est qu'en fait, Julien Gracq, de son pseudo, nous décrit un pays fictif qui est en guerre froide, ou en tout cas une guerre ombragée, on ne sait pas qui est son ennemi, entre deux pays, entre deux, comment on pourrait dire, qu'est-ce que je me suis noté, entre deux pays fictifs, ouais, avec un ennemi qui est fondamentalement mystérieux. Donc là, ayez en tête l'aspect Occident et ce que je vous avais dit tout à l'heure, la critique d'Edward Said sur la dimension très homogène, comme une monade de l'Orient. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, la tension du Rivage des Syrtes, déjà écrit, c'est un bijou d'écriture. Mais en plus de ça, on est vraiment sur une œuvre qui oriente la géopolitique non pas sur son aspect strictement stratégique, mais sur son aspect à la fois psychologique et aussi géographique. Et ces tensions silencieuses que l'on a tout au long de cette lecture, la paranoïa qui découle de l'autrui avec un A qu'on ne considère comme un autrui que parce qu'on le considère comme un ennemi, mais on se rappelle qu'en fait on ne connaît pas cet ennemi et donc on a une tendance à la projection de peur, de crainte, de haine envers une entité qu'on ne connaît pas dans le livre. Il y a certainement, et j'ai pas tout lu, mais Julien Gracq, une masterclass, c'est une tension, on est sur du 300 pages, c'est une écriture, mais je pourrais en manger, en mettre sur mes tartines tous les matins, c'est absolument génial, et je vous le conseille juste au moins pour la beauté du geste de Gracq, d'avoir, enfin moi je trouve ça énorme, hein, le fait d'avoir refusé le Goncourt en disant les gars, moi je sais que je vous ai pondu une masterclass, mais j'ai pas trop envie qu'elle soit commercialisée, franchement, c'est absolument génial. Bon, maintenant, j'enchaîne avec un autre truc. Enfin, un autre truc, qu'est-ce que je dis ? Un cale-porte, un vrai pavé, comme je les aime. Le Cygne noir de Taleb. Alors, je parle pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est un essai d'économie fait par un brillant économiste, à mon sens, Nassim Nicolas Taleb. Un économiste vraiment reconnu. On ne parle pas d'un mec dont on doute un petit peu de sa pertinence. Et tout son axe, c'est un petit peu une relecture du concept de risque et de résilience en économie et dans les sociétés. C'est pas vraiment, c'est surtout un style. Taleb, c'est d'abord et avant tout un style. Déjà un style long, profus. On parle d'un pépère de 570 pages, très sourcé. Ça, c'est pour ça que j'aime bien. C'est très sourcé, mais cette manière de voir les choses, en fait, Nassim Taleb, ce qui est vraiment superbe, c'est qu'en fait, il a une dimension vraiment d'expérience, et c'est quelqu'un qui est brillant à la fois d'un point de vue pratique de son expérience de vie et de ses expériences pro, mais aussi sur l'aspect théorique, c'est-à-dire que c'est un mec qui a vraiment travaillé en économie, dans des doctorats, etc., etc. Et donc c'est du très bon niveau. Le truc, c'est qu'il a un style bien particulier, c'est que il a tendance à être un petit peu, et c'est pour ça qu'on l'aime, hein, à la première lecture vous allez adorer Taleb, c'est qu'en fait il a cette dimension, ok, je regarde l'économie d'un œil certain, et de facto le Cygne noir, donc, qui fait beaucoup appel à tout ce qui est crise économique, donc crise financière, etc., de 2008 à 97 en partant au XXe siècle, il a cet aspect, ok, les gars,
moi, j'ai vu ce que vous n'aviez pas vu. Le concept de signe noir, c'est fondamentalement ça. D'ailleurs, ceux qui connaissent Thinkerview, moi, j'ai capté après quelques longs mois d'inattention qu'en fait, leur logo, c'est un signe noir. Et le concept de signe noir, vous le représentez métaphoriquement, c'est en fait, évidemment, l'espèce d'occurrence, l'espèce de singularité qui se produit. Un signe noir, par définition, on estime que tous les signes sont blancs, sauf qu'en prétendant à l'universalité sur le caractère blanc des signes, eh ben on en oublie qu'en fait, de temps en temps, de très 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 rare, il en existe un noir, et précisément parce qu'on n'avait pas anticipé ce signe noir, alors toutes nos suppositions qui ont été faites avant étaient fausses, et quand le signe noir arrive, il fait exploser l'économie et la société. Évidemment, c'est hyper intéressant, c'est hyper intriguant, et puis ça nous donne une espèce de clé de compréhension qu'apporte Taleb et qui nous fait croire en fait, ah mais oui, voilà c'est ça, c'est qu'en fait tous les économistes sont un petit peu débiles, ils n'avaient jamais pensé à précisément au fait que quelque chose de très 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 peu probable puisse arriver, alors que Taleb lui il l'avait vu avant tout le monde, etc. En fait c'est précisément pour ça que Taleb est un petit peu... on va pas dire qu'il est critiqué parce que pour le coup c'est un ponte, il est très très bon dans ce qu'il fait, mais ce que je veux dire c'est qu'à certains moments il a une manière de critiquer les autres à l'égard de à l'égard du travail qu'il a fait, où il était par exemple sur Twitter où il critiquait Paul Krugman qui était donc directeur de la Fed pendant la crise justement, et qui avait dit mec, t'es une fraude. Genre, si t'avais pas vu ça pendant la crise, c'est fou que tu sois directeur de la Fed, t'es une bille, en gros, t'as rien compris et t'aurais pu éviter la crise et tout ce que tu veux. C'est un petit peu complexe de dire ça. Pourquoi ? Parce que, même si c'est peut-être vrai, peut-être, en fait, c'est très difficile de critiquer des personnes comme ça en leur disant, bah ouais, mais moi, en fait, j'avais compris ex post et je l'avais anticipé avant tout le monde. Et aussi, ce qui avait tendance à faire Taleb, c'est que ce qui se sent pas forcément dans le signe noir, mais qui, quand on le sait, un petit peu, ça déprécie, moi, je trouve, la figure qu'il peut avoir, même si j'adore Taleb, c'est cette dimension un petit peu disant, ok, moi, je l'avais vu et pas vous. Et c'est généralement quelque chose que vous avez quand vous regardez les plateaux télé en ce moment, et que vous entendez des pseudo spécialistes d'économie, alors c'est des mecs qui n'ont jamais fait d'économie, qui passent leur temps à vous dire ok, la crise va arriver, j'en suis sûr, en 2025 tout le monde va se cracher, etc. Oui, mais bon, c'est un peu simple mon gars, genre c'est très facile de prédire que l'année prochaine ça va être la cata, parce que précisément on est dans une ère de cata. Donc et ce qu'a fait Taleb, c'est un petit peu difficile, mais c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire cette tendance à dire, bon, vous ne l'aviez pas vu, moi je l'ai bien compris, je l'ai vu pendant toute ma carrière et je faisais que d'en parler et personne ne m'a jamais écouté. Bon, le truc c'est que effectivement il y a des économistes qui l'avaient vu, je pense à notamment, je sais pas s'il est indien, j'ai pas envie de me tromper, mais Raghuram Rajan notamment, et du coup c'est un petit peu difficile parce que ça déprécie un petit peu la valeur du livre. Alors je suis désolé, je viens de vous bousiller la figure de Taleb alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais pourquoi du coup cette lecture elle peut trouver des alternatives, c'est ça qu'on va attaquer maintenant. La masterclass elle nous vient d'un homme absolument génial qui est Jacques Monod. Alors Jacques Monod et le livre c'est Le hasard et la nécessité. Jacques Monod c'est quand même quelqu'un qui a reçu un prix Nobel dans les années 60 et qui lui travaillait, alors encore une fois, dans la biologie moléculaire, si je dis pas de bêtises, là je dis certainement une bêtise, c'est peut-être plutôt la biologie, mais bref. Ce qui est très intéressant avec Monod, et ce qu'on adore en fait dans ce livre, c'est que d'une certaine manière, même si c'est pas un ouvrage d'économie spécifiquement, il comprend davantage et il met davantage en perspective la notion de risque de signe noir d'une certaine manière, mais il le met davantage en perspective déjà d'un milieu qui est beaucoup plus éclairant que l'économie à mon sens pour expliquer les risques extrêmes, à savoir la biologie, où en fait Monod nous décrit un petit peu de manière vraiment brillante, vraiment brillante, l'aspect que les mutations profondes en biologie se font précisément sur des actes, comment dirais-je, des événements très très aléatoires dont on a peu de capacité d'éclaircir, etc. Et du coup, la focale que pouvait avoir Taleb en disant « Oui, mais si vous commencez à comprendre la notion de risque à travers le prisme de signe noir que j'ai expliqué, alors vous comprendrez le risque », là où Monod nous dit, en tant que vrai scientifique, même si ça va peut-être en déranger certains que je dise ça, en tant que vrai scientifique, comme prix Nobel, il nous dit « Ok, mais il y a une dimension dans le risque qui, à mon sens,
se déploie parfaitement à l'économie, où on ne peut pas par définition le traiter. Même si Taleb aussi proche de ça en disant ok, mais donc du coup il faut laisser, il faut jouer sur le principe de précaution, il faut prendre notre distance, il faut nous préparer, etc. Mono est beaucoup plus pertinent, je trouve, sur cet aspect. Et en plus de ça, c'est ça qui est génial chez Mono, c'est qu'il y a une dimension aussi fondamentalement philosophique. Je vous ai noté une citation. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Bon, déjà, la phrase est absolument géniale, hein, c'est glaçant de clairvoyance, mais c'est ça qu'on aime chez Mono, c'est que déjà, il y a une dimension où le hasard, lorsqu'il se produit dans des conséquences désastreuses, porte en lui-même le fruit d'une réinvention pour les personnes qu'il a touchées dans ces conséquences. Et donc, précisément, il y a ce caractère beaucoup plus créateur à mon sens et beaucoup plus en avant que ce que peut faire Taleb, et c'est précisément pour ça que je vous recommande de très loin Le hasard et la nécessité de Jacques Monod. C'est un bijou, et puis c'est surtout le genre de livre que peut-être que vous ne connaissez pas et que vous devriez ajouter à votre bibliothèque, parce que on ne lit pas assez de scientifiques et on a tendance à oublier que les scientifiques qui travaillent pas seulement en mathématiques et en physique, mais aussi typiquement en biologie, sont des écrivains de génie, des penseurs de génie, donc qui sont des spécialistes dans des domaines qu'on connaît peu, mais qui apportent des clés de compréhension absolument géniales dans d'autres domaines qu'on a trop souvent tendance à compartimenter, malheureusement. Bon, maintenant, on va attaquer un monstre, on va attaquer un symbole, l'art de la guerre de Sun Tzu. Pour moi, ça reste un bijou, tout simplement parce que c'est un bijou fondateur. Mais précisément sur le fait qu'il soit fondateur, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, à la différence de, par exemple, la République de Platon, qui encore plus de 2000 ans après, continue à poser des questions absolument structurantes pour la philosophie, de manière totalement encore applicable, évidemment, même si elles sont dépassables. Ce dont on se rend compte avec Sun Tzu, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des mecs, ou des chefs d'entreprise, ou des hommes ou femmes politiques qui citent du Sun Tzu, qui utilisent du Sun Tzu, c'est un petit peu à toutes les sauces. On a l'impression qu'on fait une bouillabaisse et on se dit « Ah bah ok, bah là je vais utiliser une phrase de Sun Tzu et puis ça va me permettre d'expliquer ma stratégie ». Le truc, c'est que malheureusement, déjà, il faut se mettre en perspective de qui est Sun Tzu et de à quelle époque il écrit. Aujourd'hui, il y a une sorte d'inactualité de Sun Tzu, puisque déjà, c'est des aphorismes qui sont extrêmement généraux. Quiconque a lu l'art de la guerre se dit « Ok, ça me pose les bases, peut-être des principes très, 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 très fondamentaux de la guerre, mais en vrai, si je suis un soldat, ça va être difficile pour que ça m'aide. » Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'on peut le dépasser. C'est une bonne lecture, ça se fait très rapidement, c'est plaisant à lire, et puis surtout c'est un classique qui est important de connaître, puisque il peut apporter des éclairages et des clés de compréhension très fortes. Le truc, c'est que précisément pour ça, j'ai envie de dire, on peut le dépasser, et surtout l'actualité et les conflits de manière moderne. Alors on ne parle pas seulement de trucs à la mitraillette, etc., mais on parle aussi de conflits intellectuels, de manière de faire de la stratégie, etc. Et la modernité a tellement changé, a tellement rebattu les cartes du jeu qu'en fait, on peut dépasser Sun Tzu par quelque chose de beaucoup plus actuel. Et ce qu'on a là, en truc beaucoup plus actuel, c'est évidemment de la guerre de Karl von Clausewitz. Pourquoi est-ce que je vous parle de Clausewitz ? Je me suis noté 2 points. Déjà, je trouve que ce qui est absolument génial chez Clausewitz, qui est un... Alors si je dis pas de bêtises, alors ça doit être un sergent ou un colonel allemand sous Bismarck, genre au 19e ou au 19e, je dirais, fin 19e à mon avis. Et en fait, Clausewitz, lui, fait une vraie théorie de la guerre. Il pose les bases déjà conceptuelles et très stratégiques du conflit, de la stratégie, des différences typiquement pas d'étymologie, mais de définition entre, par exemple, qu'est-ce qu'une stratégie et qu'est-ce qu'une tactique, et avec une granularité déjà beaucoup plus précise que Sun Tzu, beaucoup plus structurée. Donc déjà, si vous avez besoin de structurer votre pensée autour de la stratégie, etc., je trouve que De la guerre est beaucoup plus efficace en termes de lecture, etc. Moi, j'en ai fait une mind map que je vais essayer de vous mettre là, et qui est beaucoup plus claire, à mon avis, qui est extrêmement facile à faire. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que dans
la vie de Clausewitz, puisqu'il y avait un petit peu cette double dimension militaire et politique, Clausewitz nous fait les rapprochements entre la tactique et la stratégie militaire appliquée, ou en tout cas liée, aux politiques. Et c'est là où on a cette espèce de « ok, on parle d'un truc militaire et on se dit « bon, bah moi je suis pas militaire, donc ça va pas me servir à grand-chose ». Là où Sun Tzu, lui, il balance des trucs et en fait, bah, c'est un peu à chacun de nous d'essayer d'appliquer, sauf que là, c'est le spécialiste qui s'en occupe pour nous et qui après nous dit « moi, je pense qu'on peut faire telle connexion ». Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça célèbre, la célèbre maxime qu'on entend souvent pour Clausewitz, c'est « la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Et on comprend vraiment cette notion de lien absolument transversal dans de la guerre. Et c'est pour ça que ça en fait un bijou de compréhension et d'éclairage sur tout ce qui est conflictuel aujourd'hui. Et très naturellement, alors je trouve de manière encore plus forte, quand vous lisez de l'art de la guerre, bon, à certains moments, vous dites, ok, bon, c'est la guerre classique. Quand j'attaque un village, il faut toujours que je laisse une petite porte à l'arrière du village, comme ça, si je les attaque, ils auront une porte de sortie et ils préféreront la fuite plutôt que se battre jusqu'à la mort, comme s'ils n'avaient pas d'issue. Ok, c'est des trucs sympas, mais bon, il n'y en a pas beaucoup déjà, et surtout, ça s'applique pas trop. Là, avec de la guerre, qui est beaucoup moins connue, c'est un bijou. C'est absolument un bijou. J'aurais bien aimé vous le montrer parce qu'en plus j'aime bien la pochette de ce bouquin, mais enfin bref, je l'ai pas comme d'habitude, je les ai paumés ou j'ai encore le prêté à quelqu'un. Bon, maintenant vous allez me détester. J'espère pas en vrai, mais je pense que vous allez me comprendre. Tout simplement parce que aussi j'en ai déjà parlé, mais les pensées pour soi-même, j'en avais fait une vidéo, mais en fait je me rends compte que c'est un mouvement qui est toujours en pleine expansion et à chaque fois je me dis, putain mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais arrêter de voir des tas de gens qui vont de 13 ans jusqu'à 80 ans se dire que le stoïcisme, c'est se réveiller à 5 heures du matin, aller faire des pompes et surtout couper ses émotions et éviter de parler à sa femme. Enfin, j'en peux plus de ces trucs-là et surtout, en fait, ça ne me dérange pas pour ces gens-là. S'ils y croient et que ça les aide dans leur vie, très bien. Mais c'est juste, c'est pas ça le stoïcisme en fait. Et c'est surtout... c'est très facile à comprendre dès lors que vous n'allez pas lire directement Penser pour soi-même de Marc Aurèle, mais que vous allez lire, ceux qui m'ont suivi, vous allez savoir ce que je vais dire, les ouvrages de Pierre Hadot. Alors, Pierre Hadot, j'en ai 3-4 là-bas, donc vous avez La Citadelle intérieure et vous avez l'introduction aux pensées de Marc Aurèle, si c'est pas le même livre d'ailleurs. Mais revenons aux pensées pour soi-même, parce que je pense que déjà une grande partie d'entre vous, c'est un livre que vous avez vu, dont vous avez déjà entendu, ou que même vous avez déjà lu, peut-être plusieurs fois, et où vous vous dites, enfin déjà ce qui est important de savoir, c'est que c'était un peu comme ça pour moi. C'est-à-dire que ça c'est mes journaux de bord, c'est mes journaux de pensée, c'est là où je fais des mini-dissertations, des synthèses, bref, tous ces trucs que je fais autour de mes lectures. Mais le truc, c'est que si un jour, dans 100 ans, il y a quelqu'un qui prend ses carnets et qui en fait un livre, je pense pas, mais qu'il le publie, en fait, c'est extrêmement difficile pour les lecteurs à ce moment-là de tirer des leçons, tout simplement parce que c'était pas fait pour être publié. On a pris le carnet de notes de Marc Aurèle en se disant, ok, c'est un bijou, c'est un des empereurs, c'est un stoïcien, enfin c'est un homme d'une vie absolument incroyable, mais Marc Aurèle, quand lui-même écrivait ces notes-là, quand lui-même écrivait ses pensées, était comme tout être humain, selon la pensée nietzschéenne, et moi c'est pour ça que ça m'a toujours marqué, c'est que l'être humain, il est profondément dialectique, il est fondamentalement changeant, et lire un petit peu ces espèces de maximes, ces espèces de strophes que vous avez dans les pensées pour soi-même, en vous disant ah bah voilà, là je lis mes 2-3 lignes, je referme mon truc, je ferme et je me dis ah donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors peut-être, mais le truc c'est que c'est pas du tout ça qu'a voulu faire Marc Aurèle. Donc si ça daube derrière pour vous, c'est peut-être pour une raison, c'est qu'en fait il avait, il s'écrivait, l'acte d'écriture même est aussi un acte de changement de sa pensée. Il n'écrivait pas les choses simplement pour se dire ah bah ok c'est ça qu'il faudrait que le reste de l'humanité fasse. Et ça, pour le comprendre, et surtout pour le comprendre sous la plume et sous la pensée de quelqu'un qui connaît le stoïcisme mieux que à peu près toutes les personnes sur cette terre, c'est Pierre Hadot qui le fait. Pierre Hadot, c'est rentrer dans la pensée de Marc Aurèle et de Sénèque et de manière plus générale de tous les stoïciens,
avec la clarté, la clairvoyance de ceux qui ont fait un travail de philologie, c'est-à-dire un travail d'étude des textes, un travail d'étude fondamental de ce qu'est typiquement en grec les termes utilisés, les termes employés par Marc Aurèle, parce que rappelez-vous que les pensées pour soi-même, elles sont traduites en français, mais parfois les traductions ne tiennent pas compte, comme on pourrait le voir, comme si vous connaissez un peu de philosophie allemande, chez Heidegger, chez qui vous voulez, quand des penseurs allemands utilisent des termes grecs, c'est pas complètement fou, c'est qu'en fait, parfois les mots en grec ont des doubles significations, triples significations, des relations sémantiques très fortes entre eux, etc. Et qu'ils déploient plus de sens que lorsqu'ils sont utilisés sous forme traduite dans la langue allemande. Et donc, quand on comprend ça, et surtout, comme Pierre Hadot, quand on parle grec et qu'on analyse et qu'on travaille le grec, on se rend compte que ce que dit Marc Aurèle, déjà, c'est pas forcément ce qu'on lit quand on lit la version traduite, sauf si vous avez lu les notes, mais vous connaissant, je vous connais un petit peu, je suis à peu près sûr que vous avez lu les maximes de Marc Aurèle, mais pas les notes. Et le truc, c'est que quand vous allez chez Pierre Hadot après, vous dites « Ah oui, donc d'accord, donc il disait pas trop ça, quoi, en fait, Marc Aurèle. Non, en fait, des fois, il disait un petit peu plus ça. » Et ça, précisément cette espèce de distinction, si vous pouviez vous éviter de vous polluer l'esprit avec, à mon sens, pas une mauvaise lecture, parce que je vous connais, vous êtes de bons lecteurs, mais c'est simplement de faire attention. Alors moi, c'est ce que je déploie dans mes formations, dans mes cours, mais c'est quand vous voulez rentrer et pénétrer un domaine de la connaissance, que ce soit un mouvement philosophique, l'histoire d'un pays, je sais pas moi, des connaissances en géopolitique, etc., faites très attention. C'est, à mon sens, moi je le développe comme étant vraiment une science, c'est une stratégie à avoir dans l'enchaînement des livres que vous allez lire, ou dans l'enchaînement des podcasts, des documents, des conférences que vous allez lire et écouter, pour vous développer dans ce domaine, puisque précisément ce qui viendra en premier, si c'est pas bien choisi, ça peut vous lancer sur des mauvaises voies qui après sont extrêmement difficiles à modifier, à changer, à corriger, parce que précisément vous les aurez ancrés dans votre pensée beaucoup plus tôt, etc., etc. C'est pour ça que moi je pense que le braquage le plus fort qui a été fait, surtout par les Américains de l'autre côté de l'Atlantique, c'est des mecs qui sont arrivés du développement personnel, qui n'ont jamais fait, pas trop fait de philosophie, pas à des niveaux vraiment poussés, qui sont pas allés, je crois, à mon avis, en tout cas c'est ce qui en est dit dans la communauté philosophique de ce que j'ai pu lire, c'est un peu le côté... ok, en fait, on a des influenceurs stars qui arrivent et qui nous disent, les gars, je suis devenu millionnaire et je suis hyper beau gosse, c'est parce que, en fait, j'ai fait la routine de réveil de Marc Aurèle. Ça, c'est désastreux, et c'est désastreux quand vous savez qu'on a un Pierre Hadot en France qui est juste un monument et qui, lui, a fait le travail et qui, du coup... si Marc Aurèle pouvait un petit peu envoyer une crotte de nez à quelqu'un et faire la bise à quelqu'un, je pense qu'il choisirait... Croyez-moi, en tout cas, je suis sûr qu'il le ferait, qui ferait une bise à notre Pierre et qui jetterait certainement une petite crotte de nez à quelques influenceurs qui se sont fait beaucoup d'argent et qui ont tristement dévoué sa pensée et ce qui surtout ont fait réveiller beaucoup de mecs à 5h du matin. Bref, on s'arrête sur ça, mais je pense que vous avez compris ma pensée. Foncez sur Pierre Hadot et croyez-moi, vous financerez déjà une très très belle œuvre qu'on a envie de rendre éternelle. Alors en fait, je suis un peu maintenant, je suis un peu pas ému, j'ai envie de vous dire, même si en vrai je le suis toujours quand je parle de Descartes. Mais c'est sur la lecture du discours de la méthode. Alors pour les philosophes qui m'écoutent, parce que je sais que j'en ai quelques-uns dans les commentaires, on a de bonnes discussions. Ce qui est énorme avec le discours de la méthode, c'est que je trouve que fondamentalement par rapport aux méditations métaphysiques ou à d'autres ouvrages de Descartes, c'est une plutôt bonne introduction, elle est plutôt simple à lire, etc. Maintenant, ce qui je pense est plus difficile et qu'on ne voit pas quand on se lance dans Descartes, et arrêtez de penser que Descartes c'est juste un philosophe chiant du XVIIe, c'est un fondateur de la pensée moderne. Donc je sais que ceux qui ont été traumatisés par leur prof de philo et qui se disent mais qu'est-ce que je vais aller lire ce truc, oubliez votre prof de philo, Descartes c'est génial, et surtout ça se lit bien quand on a la chance d'avoir déjà un philosophe français qui a fait quelque chose pour la science, qui est une masterclass gigantesque en philosophie, en tout ce que vous voulez, et qui en plus est plutôt lisible et accessible, foncez. Maintenant le truc c'est qu'évidemment Descartes, donc c'est le 17e,
Et on a quand même cet aspect, on a quand même cet aspect, comment dirais-je, ça peut être difficile à percevoir clairement les idées et le système de pensée que déploie Descartes, tout simplement parce que c'est une manière de penser, c'est une manière de formuler sa pensée qui est parfois difficile et pas aussi claire que celle dont on a l'habitude aujourd'hui. Et le livre, et le point surtout sur lequel il y a beaucoup peut-être de manque de clarté chez les personnes qui lisent le discours de la méthode sans être allé à des colloques ou à des cours sur Descartes, etc., ou sans lire le livre que je vais vous recommander, c'est que par exemple le concept de dualisme cartésien, de corps, âme, d'esprit-corps, qu'est-ce que je dis, est souvent un petit peu simplifié au sens où on fait dire à Descartes, et je fais pas de jeu de mots pour ce qui vient après, on fait dire à Descartes que d'une certaine manière, pour lui, les deux sont entièrement séparés, etc. Alors que d'un point de vue philosophique, si on avance et qu'on va un petit peu plus en profondeur, c'est nuancé, et se dire ça, c'est pas forcément bon si après vous voulez travailler typiquement sur tout ce qui est Heidegger, Husserl, etc., tout ce qui est phénoménologique d'une certaine manière. Si vous n'avez pas ces bonnes bases sur l'aspect dualisme, alors un petit peu comme je vais prendre une métaphore de Descartes, et alors vous mettrez une pomme pourrie dans votre panier à pommes. Et donc ce qui va se passer, c'est que si vous ne comprenez pas un petit peu, c'est comme si je vous disais, si en maths pour vous 2 plus 3 ça fait 6, alors peut-être, mais le truc c'est qu'après, quand vous allez faire des multiplications, des divisions, des intégrales, des Lagrangiens, etc., ça va commencer à merder un petit peu. C'est pour ça qu'il faut poser les bases, et les bonnes bases depuis le départ. Donc si vous aimez la philosophie, et Descartes c'est quand même un petit incontournable en philosophie, évitez de vous taper ces mauvaises compréhensions et allez lire le spécialiste de Descartes en France. J'appelle monsieur Denis Cambouchner avec ce livre que moi, notre prof de prépa, qui était aussi spécialiste de Descartes, nous avait fait lire. Descartes n'a pas dit. Descartes n'a pas dit, c'est absolument génial. Pourquoi ? Parce que ça corrige à la base toutes les fausses idées courantes qu'on a sur Descartes, sur toute l'œuvre de Descartes, sur toute l'œuvre, donc on n'est pas uniquement sur le discours de la méthode, etc. Et en plus de ça, Cambouchner, en tant que spécialiste, et c'est pour ça qu'on adore la vulgarisation philosophique, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en place une pour tous les universitaires, les profs, les spécialistes qui vous disent, justement parce que eux c'est des sachants et des érudits et qu'ils ont passé des après-midi et des soirées entières à étudier un texte, et qui vous recommandent à vous lecteurs ou à moi à qui on dit mais surtout si vous voulez comprendre un philosophe, faut aller lire dans le texte. Alors oui, mais ça marche quand t'es normalien et que t'as fait ton doctorat sur un truc extrêmement complexe, et que donc tu connais, et donc maintenant quand tu connais, forcément c'est facile de lire Nietzsche ou de lire Heidegger ou de lire je ne sais quoi. Mais pour les gens qui sont simplement passionnés de philosophie, qui ont envie d'apprendre la philosophie, de la déployer dans leur vie, de vivre mieux avec leurs pensées, mais qui n'ont pas envie de se taper un Hegel, un Heidegger ou un je ne sais quoi, alors arrêtez de leur dire mais allez lire Heidegger et Hegel, c'est impossible à faire, faut l'accepter quand même. Il faut le dire. Donc il y a des alternatives. Si après vous voulez vous faire votre chemin de croix et aller lire la phénoménologie de l'esprit dans le texte, faites-le, c'est un bon défi et vous allez y perdre quelques neurones. Mais aujourd'hui, on a la chance, surtout en France, d'avoir des penseurs et des philosophes qui publient des œuvres de vulgarisation absolument magnifiques, qui permettent de comprendre ce qu'on peut comprendre de la pensée d'Hegel, et qui en plus vous permettent, comme le fait Denis Cambouchner, d'utiliser des exemples extrêmement contemporains de la vie quotidienne pour traduire un petit peu ce que ces pensées philosophiques, comment elles se traduisent dans le réel. Et ça c'est génial, parce que ça permet de faire la connexion et de pouvoir, à l'image de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Pierre Hadot, de vraiment les appliquer dans votre vie, et donc de faire de votre vie une philosophie et de le déployer. Et croyez-moi, pour Descartes, c'est un exercice assez difficile à faire, mais qui est absolument fondamental et qui est éclairant sur le reste de votre vie. C'est pour ça que je vous recommande Denis Cambouchner, Descartes n'a pas dit. C'est absolument un bijou, mais c'est un livre très rare. Donc foncez l'acheter. Maintenant, le dernier livre
qui je pense est aussi un classique dont tellement de personnes ont parlé et qu'on remobilise parfois, je trouve, à tort, et qui a même intégré, à mon avis, le dictionnaire et même notre langage, c'est évidemment Le Prince de Machiavel. Ce qui est super important à mon sens de savoir, parce que c'est des lectures que j'ai pu faire pendant quelques mois, je m'étais lancé dans l'idée d'écrire un petit papier sur la figure du politique et de l'homme politique dit un petit peu machiavélien ou machiavélique. C'est un petit peu ce truc déjà de se dire, ce qui est très important, c'est que le machiavélisme a été un petit peu dévoyé, on peut dire un petit peu forcé sur l'aspect, ok, en gros c'est House of Cards, et donc c'est ce truc très, ah bah voilà, dès qu'un homme politique fait quelque chose de mal et qu'il le fait un petit peu pour son jeu, alors c'est direct Machiavel, c'est le prince. Alors oui, d'une certaine manière, mais d'un autre côté, encore une fois, si on n'a pas la clarté de ce bijou de philosophie que nous avait apporté Machiavel en philosophie politique, c'est super important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut comprendre, je déteste faire ça parce que c'est vraiment un truc de prof, mais je pense que là, c'est un truc bon à savoir, c'est de remettre le contexte historique dans lequel Machiavel était quand il a écrit Le Prince. C'est qu'en fait, à ce moment-là, c'est quand même un mec qui vient de se faire exiler de sa propre ville, Florence, et qui est en train d'écrire le livre pour revenir un petit peu en grâce auprès de la famille Médicis, ce qui a donc assez naturellement, si vous essayez de vous faire voir d'une certaine manière pour une famille extrêmement puissante, et que vous allez écrire un pamphlet de philosophie politique qui va être lu et connu à cette époque-là, surtout dans ce milieu, eh ben, vous imaginez bien que le Nicolas Machiavel, quand il a écrit et qu'il a pris sa plume, il savait qu'en fait il pouvait se faire couper la tête à tout moment, et donc, naturellement, on peut espérer, on peut penser que légitimement, ça ait influencé son ton un petit peu dur, un petit peu rentre-dedans qu'on peut avoir dans Le Prince de Machiavel. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que je pense que la lecture de Machiavel est excellente, surtout quand elle est mise en perspective d'autres lectures, notamment d'une lecture que j'avais vue qui était sur un podcast de, j'ai envie de dire Patrick Boucheron, mais je suis pas sûr de m'en souvenir, je vous le mets là, qui a d'ailleurs été publié sous forme de petit livre que moi j'ai lu. Et ça, c'était génial parce que, mais on comprend pourquoi est-ce que Machiavel nous dit ça. Et en comprenant le contexte, Machiavel parlant que de son contexte, alors on comprend précisément ses idées et pourquoi il y va comme ça, qu'est-ce qu'il dit, etc. Et là, on comprend le concept de prince, d'homme politique un petit peu tourné vers ses intérêts. Et c'est là que du coup, après, quand on lit de la philosophie politique, donc quand on va lire du Aron, quand on va lire du Arendt, etc., les origines du totalitarisme, etc., alors la pensée de Machiavel peut venir nous nourrir parce qu'elle est elle est beaucoup moins forte sur un axe, ok, c'est juste des hommes politiques méchants, mais avec des concepts bien plus utiles et bien plus intéressants, et surtout avec Patrick Boucheron, éclairé par son aspect historique. Et le livre que je vous conseille, donc, c'est à la fois la lecture de Patrick Boucheron sur Machiavel, mais aussi de Montesquieu. De l'esprit des lois de Montesquieu, d'abord parce que Montesquieu a fait un travail déjà philosophique qui, à mon sens, est beaucoup plus colossal, notamment vu la taille de son livre, qui est De l'esprit des lois, où il a fait un travail de description du fondement des démocraties modernes, avec un regard sur le pouvoir politique beaucoup plus structurel, beaucoup plus puissant et conceptuel et beaucoup plus clairvoyant à mon sens que Machiavel, beaucoup moins pragmatique certes, mais d'une certaine manière, pour écrire ce livre, Montesquieu, comme je me suis noté, a voyagé en Angleterre et a été impressionné par son système, par son système politique, et c'est pour ça qu'il y a une dimension beaucoup plus d'historien chez Montesquieu, à mon sens, et qui en plus apporte sur beaucoup plus de sujets que n'apporte le prince de Machiavel, un regard extrêmement fort de témoins historiques, notamment sur les sujets d'esclavage, de tolérance religieuse, de droits humains, des trucs, il n'y a pas plus actuel que ça. Et sous la plume d'un Montesquieu, c'est un bijou qu'il faut avoir lu, dont on parle beaucoup trop peu, parce que c'est de la philosophie politique style Alexis de Tocqueville, et encore Alexis de Tocqueville avec de la démocratie en Amérique, c'est un peu plus funky, on s'amuse un peu plus, mais Montesquieu, si vous aimez la philosophie politique, allez lire déjà des introductions à Montesquieu, hein, je vous rappelle ce conseil-là,
et surtout de l'esprit des lois. Si vous êtes intéressé par le système politique, par comprendre comment ont évolué les démocraties modernes, pourquoi elles ont évolué de cette manière, pourquoi la France a choisi comme ça, l'Angleterre comme ça, quels concepts fondamentaux régissent ces systèmes démocratiques, alors vous aurez un certain recul qui n'était pas présent dans Le Prince de Machiavel et qui, je pense, aujourd'hui apporte une vraie valeur et qui est d'autant plus pertinent qu'il serait complémentaire de la lecture du Prince. Voilà, on s'est fait ce petit jeu. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré. Franchement, si vous, ça vous a plu, moi j'aimerais bien continuer à le faire, de rentrer un peu plus en profondeur dans les lectures. Dites-moi si vous préférez, enfin si vous aimez ça, enfin j'aimerais bien discuter comme d'hab avec vous en commentaire. Dites-moi si le truc un petit peu plus détaillé ça vous plaît, ou si vous trouvez que c'est trop long et auquel cas vous voulez que je fasse plus de quantitatif, donc plus de livres. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien parler de ces bouquins, donc moi ça me passionne. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très vite, c'est encore un plaisir d'être avec vous.